Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 2.13. Je suis à la page 307 du livre. Commençons par le numéro 1. Il faut dire si vrai ou faux. Pour faire avancer sa voiture en panne, l'homme sur la photo doit exercer sur la voiture une force plus grande que celle que la voiture exerce sur lui. Autrement dit, il faudrait que la force que l'homme effectue sur la voiture soit plus grande que la force que la voiture fait sur l'homme. C'est totalement faux. C'est impossible, ça, parce que par la troisième loi de Newton, le principe d'action-réaction dit qu'une force que A fait sur B doit être égale en grandeur à la force que B fait sur A. C'est opposé en direction, mais en grandeur, c'est égal. Donc, ça ne peut pas être plus grand. Impossible. Situation 1, impossible. Numéro 2. On a des coefficients de frottement statiques et cinétiques. On a un réfrigérateur de 300 kg. Puis on dit qu'Albert pousse le réfrigérateur de 200 avec une force de 200 newtons. On veut savoir quelle est la force de frottement qu'exerce le plancher sur le réfrigérateur. Alors, si on dessine rapidement le schéma des forces, on va se prendre un axe XY classique, là, X vers la droite, Y vers le haut. Et donc, les forces qui agissent sur le réfrigérateur, ben, on a bien entendu la force gravitationnelle vers le bas. On a la force normale du plancher vers le haut. On a la force extérieure d'Albert, on va appeler ça F extérieur. Et on a finalement la force de frottement qui s'oppose au déplacement du frigo vers la droite. Ce qui arrive, c'est que ce frottement-là, on ne sait pas de quel type il s'agit. C'est-tu du frottement cinétique, si ça glisse, ou c'est-tu du frottement statique si le frigo reste en place et ne glisse pas? Et donc, la première étape, c'est de venir trouver de quel type de frottement il s'agit. Un coup que ça c'est fait, nous pourrons ensuite le calculer. Donc, la petite méthode qu'on a vue en classe en 3 étapes, hein, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, première étape, on fait l'hypothèse que ça ne glisse pas. Si on fait l'hypothèse que ça ne glisse pas, cela va impliquer pas d'accélération en X. S'il reste collé, ben, il ne se déplace pas en X, donc pas d'accélération. Et donc, je peux faire ma somme des forces en X, qui va être égale à masse fois accélération en X, donc égale à 0 en fait. Là. Et les deux seules forces que j'ai en X, c'est ma force extérieure et mon frottement, qui va être négatif parce qu'il pointe à le sens contraire, que j'appelle le frottement statique requis. Hein? Ça, c'est le nom qu'on donne au frottement statique dans notre hypothèse qui ferait en sorte qu'il n'y a pas de glissement. Ça serait égal à 0. La force extérieure faite par Albert, on dit que c'est 200 newtons. Et donc, 200 newtons qui est F extérieur doit être égal à Fs requis. Hein, j'ai envoyé Fs requis du côté droit de l'équation. Donc, j'ai trouvé mon Fs requis de 200 newtons. Ça, c'est la première étape de notre petite recette là, en 3 étapes pour trouver si ça glisse ou pas. Deuxième étape, c'est de vérifier notre hypothèse. Donc, on veut vérifier que Fs requis est bel et bien compris entre 0 et la valeur Fs max. J'ai déjà trouvé Fs requis, donc là, je veux trouver Fs max. On sait que Fs max est égal à coefficient mus fois la normale. Donc là, il faut que je trouve la normale. Pour faire ça, on va aller faire une somme des forces en Y, qui est égale à masse fois accélération en Y. Je n'ai pas d'accélération en Y. Si j'en ai une, elle serait en X. Et encore là, on n'en aurait pas dans notre hypothèse. Donc, les deux seules forces qui sont en Y, on a la force normale positive et on a la force gravitationnelle négative. Donc, on est dans une situation où est-ce que la normale est égale à mg. Et donc, si je la calcule, ben c'est... Ah non, je ne la calculerai pas tout de suite. Je vais la laisser comme ceci, égale à mg, tout simplement. Okay? Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette normale-là et je vais tout de suite venir l'insérer dans ma force de frottement statique max. Le coefficient de frottement statique, on le connaît, ça vaut 0,7. La normale, c'est égal à mg. Bon, là, je vais calculer mon mg tout d'un coup, là. Ça, c'est une étape de moins à faire. La masse du frigo, c'est 300 kg et G, ça vaut 9,8, comme d'habitude. Et donc, on trouve un Fs max de 2058 newtons. Alors, je peux revenir à ma vérification. Est-ce que c'est vrai que mon Fs requis qui vaut 200 est compris entre 0 et 2058? Ben oui, c'est vrai. Donc, l'hypothèse est vraie. Donc, ça veut dire que
mon frigo ne glisse pas, il reste collé. Et le frottement qui s'applique sur le frigo, ben on sait que c'est du frottement statique maintenant parce qu'on sait que ça ne glisse pas. Et le frottement statique, on se souvient qu'il va s'ajuster pour contrebalancer la force qui ferait glisser l'objet. Étant donné que la force qui ferait glisser l'objet, ben, c'est la force extérieure, celle d'Albert, qui est là, ben, le frottement statique, ici, va tout simplement s'ajuster pour annuler cette force-là. Donc, si la force extérieure vaut 200, ben, là, mon frottement statique vaut lui aussi 200 newtons et c'est la réponse de mon numéro 2. Numéro 7 maintenant. Numéro 7, c'est une boîte dans un camion. Le camion roule à une vitesse de 100 km/h et il va freiner et on dit qu'il s'arrête sur 80 mètres. Première question, en A. La boîte a-t-elle tendance à glisser vers l'avant ou vers l'arrière de la plateforme? Bon, ben, on a un camion avec une plateforme et une boîte à l'intérieur. Tout ça est en train de se déplacer vers la droite avec une vitesse. Là, imaginez, le camion met les freins. Par inertie, la boîte voudrait continuer à vitesse constante vers la droite. C'est la première loi de Newton. Ça, c'est le concept d'inertie. OK? Et donc, la boîte aurait tendance à continuer vers l'avant parce qu'elle avait déjà une vitesse, donc elle veut conserver sa vitesse constante. Donc, la boîte aurait-elle tendance à glisser vers l'avant ou vers l'arrière? Bien, vers l'avant, tout simplement pour garder sa vitesse constante. C'est la justification. Ouais, je ne l'écrirai pas, là, vous l'avez eu en mots. Ce qui nous amène à B. Quelle doit être la valeur minimale du coefficient de frottement statique entre la boîte et le camion pour que la caisse ne glisse pas? Pardon. OK, bien là, ce que je vais faire, c'est que nous aurons nécessairement là, des forces, une somme des forces à calculer. Donc, je peux tout de suite dessiner les forces qui agissent sur la caisse. On a force gravitationnelle, bien entendu, vers le bas, force normale vers le haut, et la seule autre force, qui est celle en X, c'est le frottement. Okay? On veut que ce soit du frottement statique maximal. Bon, là, il y a plusieurs choses là-dedans. Pourquoi je l'ai mis vers la gauche? Bien, premièrement, parce qu'en A, on a expliqué que la boîte aurait tendance à glisser vers l'avant. Et donc, le frottement statique veut s'opposer au déplacement de la boîte vers l'avant. Donc, il va être orienté vers l'arrière. Autrement dit, vers la gauche. Ça, c'est la première information importante. La deuxième information importante, c'est qu'on sait qu'il s'agit d'un frottement statique maximal parce que dans la question, on nous dit quelle doit être la valeur minimale du coefficient de frottement pour que ça ne glisse pas. Quand on a une question comme ça, quelle doit être la valeur minimale ou maximale de quelque chose, bien, on sait qu'on travaille dans la situation limite. C'est-à-dire que ça ne glisse pas, mais presque. Fait que la valeur limite, ça a lieu lorsque le frottement statique est égal à frottement statique maximal. Maintenant que ça c'est dit, nous voudrons, bien entendu, trouver c'est quoi ce frottement statique max-là pour trouver ensuite là, la valeur du coefficient de frottement qui est à l'intérieur. Et donc, pour faire ça, nous aurons bien entendu besoin d'une somme des forces en X et une somme des forces en Y. En X, on le fait en Y. Bon. En X, nous aurons une accélération. Ben oui, parce que la boîte avait une vitesse, puis le camion freine. Donc, sa vitesse va changer, donc il y a une accélération. Du côté de la somme des forces en Y, par contre, ça, c'est égal à 0. Parce que mon axe Y est vertical, bien entendu, X est vers la droite. En Y, je n'ai pas d'accélération. La boîte ne va pas se déplacer verticalement, elle se déplace horizontalement. Donc en Y, c'est égal à 0. D'ailleurs, je vais commencer par Y parce que c'est beaucoup plus rapide, je pense, de la commencer par là, parce que c'est une équation vraiment plus simple. Donc, on trouve normale moins mg égale à 0. Donc, on est encore dans une situation où est-ce que la normale est égale à mg. Bon, très bien. Je peux donc maintenant revenir à ma somme des forces en X. La seule force que j'ai en X, ben, c'est mon frottement statique max. Donc, je peux écrire moins Fs max est égal à la masse fois l'accélération en X. La masse de la caisse n'est pas donnée. Puis l'accélération non plus. Donc là, j'ai beaucoup d'inconnus dans cette équation-là, là, parce que dans le fond, et si je développe, là, Fs max, c'est mu s fois la normale est égal à max. OK, j'ai plusieurs inconnus. Sauf que, n'oublions pas que la normale, c'est égal à mg. Donc, je peux venir le rentrer là-dedans. Donc, j'obtiens moins us fois mg égale à max.
Ah, bon, là, voyez-vous, j'ai une masse de chaque côté de l'équation. Fait que je peux l'annuler. Alors, quand bien même que je ne connais pas la masse, ben, elle va s'annuler. Donc, ça n'a pas d'impact ici. Je connais toujours pas l'accélération, par contre. Mais j'ai ce qu'il faut pour la calculer. Et là, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je fais un petit détour parce qu'on me donne tout ce qu'il faut dans l'énoncé. On dit que la vitesse initiale du camion ou de la caisse, là, c'est la même chose, c'était 100 km/h. Bon, 100 km/h, si on convertit ça en mètres par seconde, c'est 27,78 par seconde. On sait que la caisse va s'arrêter, donc vitesse finale, ça va être 0. On sait que le camion s'arrête en 80 mètres, c'est donné dans l'énoncé. Donc, on va dire position initiale 0, position finale 80 mètres. Okay? Et je cherche l'accélération. Voilà. Vous voyez que toutes ces informations-là vont me permettre d'utiliser une équation du MUA, la quatrième. Vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. Ça va me permettre de trouver AX. Donc, vitesse finale 0, vitesse initiale c'est 27,78, plus 2 fois une accélération AX que je cherche. Oups, il n'y a pas de parenthèse ici, pardon. 80 moins 0. Voilà. Donc, mon inconnu ici, c'est AX. Je vous épargne les détails. On trouve une accélération négative de moins 4,823 mètres par seconde carré. Faites attention, hein, l'accélération devrait être négative, c'est ça qu'on veut, parce que on n'oublie pas que la caisse se déplace vers la droite. Vers la droite, ça veut dire vitesse positive. Et donc, si je veux ralentir, si je veux diminuer cette vitesse-là, ça prend nécessairement une accélération vers la gauche, en sens contraire de la vitesse. Accélération vers la gauche veut dire accélération négative dans ce cas-ci. Donc, c'est normal, je voulais une accélération négative. Très bien, j'ai trouvé mon accélération. Je peux maintenant revenir à mon équation de somme des forces en X et je remplace ce que je peux. G, ça vaut 9,8. Les masses ne sont plus là. Mon accélération, c'est moins 4,823. Bon, là, vous voyez que les signes négatifs s'annulent. Donc, tout ce qui me reste, c'est mu S puis des chiffres. Donc, il me reste juste à isoler mu S. C'est 4,823 divisé par 9,8, bien entendu. On trouve ainsi la réponse 0,4921. Et un coefficient de frottement, souvenez-vous bien qu'il n'y a pas d'unité. Donc, c'est tout. C'est ça, ma réponse au numéro 7. Ce qui nous amène au numéro 8, à la page suivante, page 308. OK. Ici, nous avons donc un cycliste qui roule dans une piste circulaire et qui est incliné. On dit qu'il n'y a pas de frottement latéral entre la roue et la piste. Première question en A. On cherche le module de la vitesse du cycliste pour qu'il soit capable là, de se déplacer dans la piste sans glisser. OK, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une somme des forces, comme d'habitude, hein, sur le cycliste qui serait ici, là, sur la piste vue de derrière. OK? Donc, on voit que la piste est inclinée. Quelles sont les deux forces qui agissent sur le cycliste? Bien, on a une force gravitationnelle qui l'attire vers le centre de la Terre, comme d'habitude, et la normale qui va être légèrement inclinée parce que la piste circulaire est inclinée. Bon. Ensuite de ça, ça va me prendre un système d'axes. Et là, c'est peut-être pas évident ici, mais mon système d'axes, je ne dois pas l'incliner. Ça veut dire que mon axe Y pointe verticalement vers le haut et mon axe R' pointe comme ceci vers la gauche. Pourquoi il ne faut pas que j'incline mon système d'axes? Ben, c'est parce que quand on est dans un mouvement circulaire, ce qui est le cas ici, ben, ça nous prend obligatoirement un axe R' qui pointe vers le centre de la trajectoire. Et donc, on s'imagine que si on est le cycliste, ben, il est où le centre de la trajectoire? Est-ce qu'il est ici, en bas du plan incliné, ou il est ici, à la même hauteur? La bonne réponse, c'est le deuxième astérisque que j'ai mis là. Hein? On s'imagine, là, c'est difficile parce que c'est une. Il faut s'imaginer une vue en 3D, mais le cycliste, là, lui, il est en train de tourner, là. Il est en train de tourner vers le centre. Donc, autrement dit, il tourne par là, lui, là.
Fait qu'il va faire un cercle dans cette direction-là. Là. Évidemment, c'est une vue en perspective, OK? Mais c'est juste pour vous dire que le centre de la trajectoire est à la même hauteur que lui. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un axe R' à la même hauteur. OK? Puis ça, c'est vraiment primordial parce que si on ne fait pas ça, ben, toute la suite du problème ne fonctionnera pas. OK? Bon. Sachant que l'angle de la piste, le plan incliné, autrement dit, c'est 30 degrés, ben, ça, c'est 30 degrés. Et donc, je retrouve le 30 degrés ici, hein, de la force normale par rapport à la verticale. Et donc, quand je vais venir faire ma somme des forces dans les deux dimensions, je peux commencer par le faire en Y, masse fois accélération en Y. Je ne veux pas d'accélération dans cette dimension-là. On va voir que j'ai deux forces ou composantes de force dans la dimension Y. Je vais commencer par le faire avec ma force normale. Vous voyez que ma force normale, je la décompose en Y comme ceci et en X comme ceci. OK? Et donc, quand je vais faire ma somme des forces, NY, ça va être positif et NY, c'est le côté adjacent à l'angle de 30. Donc, je vais dire N cos de 30 moins la force gravitationnelle, qui, elle, n'a pas besoin d'être décomposée parce qu'elle est purement verticale, égale à 0. Et donc, on voit que la normale, c'est égal à mg sur cos de 30. OK? Je mets ça de côté et je m'en vais faire ma somme des forces en x. Pardon, pas en x, en R'. Hein? Dans un mouvement circulaire, mon autre axe, c'est R'. Et dans la dimension R', mon accélération, c'est une accélération centripète. Et l'accélération centripète, c'est égal à V carré sur R. Pardon. Et donc, dans cette dimension-là, j'ai une seule force. C'est ce que j'ai appelé NX, là, que j'aurais pas dû, là. Hein, c'est NR', là. Parce que c'est la dimension, c'est la composante de la force normale en R'. C'est la seule composante de force qui se représente dans ma somme des forces en R'. Donc ça, c'est le côté qui est opposé à l'angle de 30. Donc ce sera N sin de 30 est égal à masse fois vitesse carrée divise par le rayon. Bon. Mais là, je prends ma normale et je vais venir la substituer à la place de cette normale-là. Donc j'obtiens mg divise par cos de 30 fois sin de 30 égale m. Je cherche la vitesse, donc ça c'est mon inconnu, divisé par le rayon que je connais qui est de 35 mètres. Donc, même chose que tantôt, j'ai une masse de chaque côté de l'équation, donc tout ça va s'annuler. Ensuite, G, ça vaut 9,8. Sin de 30, cos de 30, c'est des chiffres, on s'entend. Donc, mon seul inconnu ici, c'est la vitesse. Donc, il ne me reste qu'à isoler la vitesse. Si vous le faites, vous devriez obtenir 14,07 mètres par seconde et c'est la réponse au A. Maintenant, en B, on cherche le rapport du poids apparent du cycliste sur son poids normal. Parfait. Ce qu'on appelle le poids apparent, c'est la normale, comme on a vu en classe. Et ce qu'on appelle le poids normal ou le poids réel, c'est mg. Okay? Donc, on veut ce rapport-là. On demande le rapport du poids apparent sur son poids normal. Donc, c'est le rapport de la normale sur mg. Essentiellement, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et comme on l'a vu en A, ben, on a isolé la valeur de la normale. On a dit que la normale, ça valait mg sur cos de 30. Bon, ben, je vais donc effectuer cette division-là, puis ça va me donner la réponse. Donc, on voit que les mg s'annulent. Fait que qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste 1 sur cos de 30. Et donc ça va être ma réponse. Vous pitonnez ça dans votre calculatrice et ça vous donne directement la réponse. Le rapport de l'un sur l'autre nous donne 1,155. Tout simplement. Numéro 15. Je m'excuse pour le chien qui ronge juste à côté. 2.13.15. Très bien. OK. On a des acrobates qui sont reliés par une corde et qui font eux aussi là, une trajectoire circulaire autour du gros poteau qu'on voit ici. Et donc, si je prends, par exemple, je vais faire le schéma sur la personne qui est ici, qu'on voit sur l'image, celle qui est complètement à gauche. Je vais faire la somme des forces sur cette personne-là. Alors, quelles sont les forces qui agissent sur cette personne-là? Il y en a deux. On a la force de tension qui est confondue avec la corde, comme ceci.
Et on a la force gravitationnelle qui est orientée vers le bas, comme d'habitude. On dit que la corde a une grandeur de 10 mètres, OK, mais on ne connaît pas l'angle. OK, fait que l'angle qui est ici par rapport à la verticale, qui, by the way, est le même angle que celui-là ici, je ne le connais pas. C'est quoi cet angle-là? Bon, ça, c'est un peu un problème, mais pour le moment, on va le traiter comme un inconnu. Mes axes, ben, ça me prend un axe Y vertical et mon axe R', ben, un peu comme tantôt, ça me prend un axe R' qui pointe vers le centre de la trajectoire. Donc ici, le centre de la trajectoire, il est à la même hauteur de l'acrobate. Hein? On s'imagine que l'acrobate, il est en train de tourner comme ceci, là, autour du poteau. Donc le centre est vraiment à la même hauteur que lui. C'est pour ça que j'ai pris un axe R' là, à la même hauteur. Okay? Ensuite, ce que je peux faire, ben, même si je ne connais pas mon angle, je peux faire une somme des forces en Y et avec un peu de chance, ben, je vais peut-être réussir à trouver cet angle-là. Okay? Donc, somme des forces en Y, je ne veux pas d'accélération en Y. Hein, j'en veux une en R', mais pas en Y. Donc, quelles sont mes forces en Y? Ben là, il faut décomposer la tension dans la corde parce que vous voyez que cette tension-là a une composante en Y, que j'appelle TY, et on a aussi une composante en X, comme ceci, que j'appelle TX en bleu. Donc en Y, TY, c'est le côté qui est adjacent à mon angle θ, donc on va utiliser cos. Donc ce sera T cos de θ moins la force gravitationnelle qui, comme d'habitude, c'est tout simplement mg, est égal à 0. Dans l'énoncé, on nous dit que la tension dans les cordes est de 700 newtons. Bien, très bien, on va utiliser cette information-là. Tension de 700 fois cos de θ inconnu égale à mg. J'ai envoyé mg de l'autre côté. Hein. Et on dit que la masse de l'acrobate, c'est 65 kg. Bon, ben c'est 65 fois 9,8. Voilà. Voyez-vous, dans cette équation-là, je me rends compte que mon seul inconnu, c'est θ. Donc, je peux isoler θ et ça va me donner la valeur. On trouve 24,49 degrés. Très bien. Je peux maintenant utiliser ça. Ben, tout d'abord, ça faisait partie de la question, hein, déterminer l'inclinaison des cordes. Ça, je l'ai trouvé. Très bien. L'autre chose qu'on demande dans la question, c'est de trouver la vitesse des acrobates. Bon, ben, pour trouver la vitesse des acrobates, ben là, il va falloir que j'aille faire la somme des forces en R'. En R', on a une accélération centripète, donc on sait que c'est égal à mv carré sur R. Et là, bon, j'ai encore fait l'erreur de tantôt, là, ça s'appelle pas TX, ça s'appelle TR'. Voilà. C'est une mauvaise habitude, là, mais c'est TR', c'est dans la direction R', pas dans la direction X. OK, et donc ma seule force dans cette direction-là, c'est ma flèche en bleu, donc TR', qui est le côté opposé à l'angle θ, donc ce sera T sin de θ, qui va être égal à mv carré sur R. Mais là, la tension dans la corde, on la connaît, et l'angle aussi, donc je peux le remplacer, 700 fois sin de 24,49 égale la masse de l'acrobate, on connaît, c'est 65. Je cherche la vitesse divisée par le rayon. Bon, là, le rayon, il faut réfléchir un petit peu, parce qu'il n'est pas directement donné dans l'énoncé, et ce n'est pas 10 mètres. 10 mètres, c'est la longueur de la corde. Je vais refaire le dessin, là, ici à côté, en plus gros, là. OK. Voilà. 10 mètres, c'est ce côté-là ici. C'est la longueur de la corde, mais ce n'est pas le rayon. Parce que le rayon, ça serait ce que je suis en train de faire en pointillé, là. Vous voyez, le rayon, c'est la distance entre la personne et le centre du cercle. Le centre du cercle, il est vis-à-vis lui, il est à la même hauteur. Mais donc, je peux le trouver, cette distance-là, ma distance R. Ben oui, parce que j'ai trouvé l'angle. Je sais que ça, c'est 24,49 degrés. Et j'ai l'hypoténuse de mon triangle, qui est 10 mètres. Donc, je peux voir ici que mon R, c'est le côté opposé à l'angle de 24,49. Et donc, je peux dire, ben, R, ça va être 10 fois sin de 24,49. OK? Et c'est exactement ça que je vais mettre ici. 10 fois sin de 24,49 à la place de mon rayon. Donc, je me retrouve avec un seul inconnu, c'est la vitesse de l'acrobate. Je peux l'isoler, j'obtiens 4,30 mètres par seconde et c'est la réponse finale du numéro 16.
OK. Donc, on a un bloc qui est sur un plan incliné. On a l'angle, c'est 45 degrés. Voilà. Je vais dessiner mon système d'axes incliné comme s'il s'agissait directement de mon plan incliné, comme ceci. Et je vais dessiner toutes les forces qui agissent sur le bloc ici, en plein centre de mon système d'axes. Okay? Donc, évidemment, ma force gravitationnelle vers le bas. Je retrouve mon angle de 45 ici. On a une force normale qui est confondue avec l'axe Y. Et nous avons du frottement dans cette direction-là. Et là, je vais juste relire rapidement ce qui nous permet de dire qu'il est dans cette direction-là. Le coefficient de frottement statique, c'est donné. Montrer que le bloc glisse vers le bas du plan. OK. Mais donc, si ça glisse vers le bas du plan, ça veut dire que le frottement serait normalement opposé à ça. Donc, le frottement serait incliné vers le haut. Mais pour démontrer que ça glisse, n'oubliez pas qu'on a 3 étapes à faire pour démontrer que ça glisse. Si on réussit à démontrer que ça ne glisse pas, ben on a juste besoin des 2 premières étapes. Mais tout ça pour dire qu'à la base, je ne le connais pas, c'est quoi ce frottement-là. Je veux qu'on on me demande de démontrer que ça glisse, mais au début, on ne le sait pas. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre frottement dans cette direction-là. Puis on fait comme on a fait là, au numéro précédent. Là, je ne me souviens plus c'était lequel, mais on l'a fait au début de la section 2.13. C'est de dire, hypothèse, que ça ne glisse pas. Si je suis dans l'hypothèse que ça ne glisse pas, cela impliquerait que je n'ai pas d'accélération en X. OK, très bien. Je vais utiliser cette information-là pour venir trouver ce que j'appelle mon frottement statique requis dans mon hypothèse qui ferait que ça ne glisse pas. Pas d'accélération en X. J'ai une force frottement, pas besoin d'être décomposée. Je l'appelle Fs requis. Et j'ai la composante en X de Fg, qui est ici, comme ça. Ça, c'est Fg en X. Puis mon Fg en Y, je vais la faire tout de suite. En rouge, on est ici. OK? Donc, en X, on voit que c'est le côté opposé à l'angle de 45. Donc, on va faire moins Mg sin de 45 égale à 0. Donc, mon Fs requis, je peux l'isoler. Je vois que c'est égal à Mg sin de 45 avec une masse de 3. Donc, c'est 3 fois 9,8 fois sin de 45. On fait le calcul, on trouve 20,79 newtons. Première étape est faite. Deuxième étape, je dois démontrer ou plutôt vérifier si mon hypothèse fonctionne. Si oui, ben on aura fini, notre problème s'arrête là. Sinon, il faut qu'on continue pour trouver c'est quoi le frottement cinétique. Okay? Donc, je dois vérifier que mon Fs requis est bel et bien compris entre 0 et Fs max. Donc, j'ai déjà trouvé mon Fs requis, c'est bien. Il faut que je trouve mon Fs max. Et pour faire ça, j'ai besoin de la normale. Donc, je vais aller faire la somme des forces en Y, qui est égale à masse fois accélération en Y. Pas d'accélération dans cette dimension-là. S'il y en a une, elle va être en X seulement. Qu'est-ce que j'ai en Y comme force? Ben, j'ai la normale, pas besoin d'être décomposée, et mon FGY, ma flèche en rouge. On a donc normale moins mg cos de 45 égale à 0. Donc, ma normale égale à 3 fois 9,8 fois cos de 45. Ça donne 20,79. Très bien. Maintenant, je peux calculer Fs max, qui est égal à mu-s fois la normale. Donc, mu-s, c'est 0,6 fois 20,79 pour la normale. Ça donne 12,47. Et donc, maintenant, je peux revenir à ma vérification. Est-ce que c'est vrai que mon Fs requis qui vaut 20,79 est compris entre 0 et 12,47? Non, c'est faux. Donc, mon hypothèse est fausse. Si mon hypothèse est fausse, cela implique que mon bloc glisse. Voilà, tout simplement. Je pourrais continuer à la troisième étape, mais la troisième étape me sert à évaluer la valeur du frottement
Maintenant qu'on sait que ça glisse, ça serait du frottement cinétique. Mais étant donné que dans la question, ici, on demandait seulement de montrer que ça glisse vers le bas, ben, on peut s'arrêter à cette étape-ci. Ce qui nous amène maintenant à la question B. Bon. Question B, elle peut prendre un certain temps, là. Parce que, bon, enfin, vous allez voir, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Donc, on dit, on pousse sur le bloc avec une force de module F parallèle au plan et orientée vers le haut du plan. Pour quelle valeur de F le bloc demeure-t-il immobile? Et là, si vous avez le livre devant vous, on demande pour quelle valeur au pluriel. OK, elle est là la difficulté. C'est-à-dire que je vais refaire mon schéma des forces. XY. J'ai encore bien entendu force gravitationnelle vers le bas avec l'angle de 45, ça n'a pas changé. Force normale, confondue avec l'axe Y, ça non plus, ça n'a pas changé. Mais là, on rajoute une force F, comme ceci, qui pointe vers les X positifs. OK. Et donc là, pour quelle valeur de F, donc le F majuscule, c'est une variable, là, ça peut valoir différentes choses, pour quelle valeur de F est-ce que le bloc va rester immobile? Donc là, il faut comprendre que si ma force est vraiment petite, si ma force F est très petite, qu'est-ce qui va arriver? Ben, mon bloc va glisser vers le bas du plan incliné, comme on a démontré au A. Au A, on sait que si on n'applique pas de force, le bloc va glisser vers le bas. Donc, c'est de dire que si ma force extérieure F est petite, mon bloc va glisser vers le bas. Si mon bloc veut glisser vers le bas, ça veut dire que nous aurons un frottement statique orienté vers le haut du plan incliné, dans cette direction-là. Et mon frottement, il va s'agir d'un frottement statique, pas requis, pardon, frottement statique maximal, parce que je regarde vraiment là mes valeurs limites. Okay? Je ne glisse pas encore, mais je suis sur le bord de glisser. Donc, on a un Fs max qui pointe vers le haut. Et ça, c'est la difficulté. L'affaire, c'est qu'il existe aussi l'autre situation. L'autre situation, je vais refaire un schéma des forces. Force gravitationnelle, ça ne change pas. Force normale, ça ne change pas. Force extérieure, ça ne change pas. Mais là, c'est de dire maintenant que ça se peut que si ma force extérieure est grande, ou du moins suffisamment grande, bien là, ça se peut que le bloc glisse vers le haut du plan incliné. Auquel cas, mon frottement voudrait s'opposer au déplacement vers le haut. Donc, ce serait un frottement statique vers le bas du plan incliné. Et encore une fois, ce serait un frottement statique max, parce qu'on travaille à la limite. Et donc, dans les deux situations qu'on a là, ce seront les deux valeurs maximales et minimales de force extérieure que je peux appliquer pour maintenir le bloc immobile. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'on avait plusieurs valeurs possibles de force F, force extérieure. Okay? Donc, c'est les deux situations, situation 1, situation 2. Je vais commencer par la situation 1. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup d'une fois à l'autre. La première chose, c'est que la force normale ne change pas. Okay? Parce que je vais juste le faire pour la situation 1. Là. Somme des forces en Y, c'est égal à masse fois accélération en Y. Je n'ai pas d'accélération en Y, donc ça, c'est 0. J'ai une normale positive, pas besoin d'être décomposée, et j'ai la composante en Y de mon FG, là, qui est la flèche rouge que je dessine ici. FGY. C'est tout ce qu'on a en Y. Et ça va donc donner exactement le même résultat que ce que j'avais obtenu en A. Mais ça va aussi être la même chose dans la situation 1 et 2, parce qu'on n'a pas rajouté de force en Y. Okay? Fait que ça, cette somme des forces-là en Y, je ne le referai pas pour la situation 2. Limite, je n'aurais pas eu à le faire pour la situation 1. Okay? J'ai juste besoin de le faire pour la dimension X. Pardon. Je veux que mon bloc reste immobile. Donc, je vais prendre une accélération égale à 0. Je ne veux pas que ça bouge. Qu'est-ce que j'ai en X? Ben, j'ai la force extérieure. J'ai le Fs max qui est positif pour cette première situation-là. Et j'ai la composante en bleu de FG, qui est mon FGX ici, là, qui est dans le fond négatif.
est opposé à l'angle de 45, donc mg sin de 45 égale à 0. Donc ma force extérieure plus Fs max. Fs max, on sait que c'est mu s fois la normale. Hein, on l'avait calculé ici, là. Mu s fois la normale. Donc ça aussi, ça ne change pas. C'est 12,47. Moins 3 fois 9,8 fois sin de 45. Donc, cela me permet de trouver une force extérieure F majuscule de 33,3 newton. On a une valeur limite ici. L'autre valeur limite, je vais l'obtenir dans ma situation 2, encore une fois en faisant la somme des forces en X. Ça tend vers 0. Donc, ici, j'ai ma force extérieure positive. J'ai Fs max ici qui est négatif parce qu'il est dans l'autre sens. Et j'ai aussi mg... Ouais, on va l'écrire en algèbre. Mg sin de 45 qui est égal à 0. Et là, je remplace F moins Fs max qui vaut 12,47 encore, moins 3 fois 9,8 fois sin de 45 égale à 0, ce qui permet de trouver une force extérieure de 8,31 newton. Donc, vous voyez mes valeurs limites. Donc ça veut dire que la réponse pour ma question B, il faut que ma force extérieure soit comprise entre 8,31 et 33,3 des newtons là, pour que le bloc reste immobile. Voilà, ça c'est ma réponse. Fin du numéro 16. Ce qui m'amène au numéro 21. OK. Numéro 21. On a une voiture qui roule à une certaine vitesse initiale. Je vais le dessiner. Donc, vitesse initiale, supposons que c'est vers la droite. Et on dit que, pris de panique, Gustave enfonce la pédale de frein et il réussit à s'immobiliser en laissant des traces de pneus. Bon. Ça veut dire que s'il laisse des traces de pneus sur la route, c'est que les roues ont barré, ils ont arrêté de tourner. Et donc, le caoutchouc de la roue a glissé sur la route. Et donc, c'est du frottement cinétique, parce qu'il y a un glissement. Hein? Et on sait que le frottement cinétique doit être orienté vers la gauche parce qu'on veut arrêter la voiture. Donc, si on se déplace vers la droite, le frottement va être vers la gauche. Okay? Première chose. Ensuite, les forces qui agissent sur cette voiture-là, ben, on a force gravitationnelle et force normale, comme ceci, vers le haut. Donc, si je fais ma somme des forces en Y, c'est égal à 0, ben, je n'ai pas d'accélération en Y. Normale moins mg égale à 0, donc ma normale égale à mg. Ensuite, on veut faire une somme des forces. Je n'avais pas dessiné mon système d'axe, excusez-moi. Un système d'axe classique, là, comme ceci. Somme des forces en X maintenant. Masse fois accélération en X. Là, je veux une accélération en X. Parce qu'on sait que la voiture va s'arrêter. On donne les coefficients de frottement entre les pneus et la route. Puis la question, c'est de calculer le module de sa vitesse initiale. OK, très bien. Mais pour faire ça, ça commence par trouver l'accélération de la voiture. Okay? Et donc, la seule force que j'ai en X, ben, c'est mon frottement cinétique négatif. OK. Frottement cinétique, c'est mu c fois la normale. On sait que la normale, c'est égal à mg. Le mu c, je connais le chiffre, là, c'est 0,75 fois mg égale à ma. Les m s'annulent et je trouve un AX qui vaut moins 7,35. Très bien. Cette valeur-là va me permettre ultimement de trouver la vitesse initiale de la voiture. On suppose que la position initiale, c'est 0. Dans l'énoncé, on dit que ça prend 50 mètres pour s'arrêter. Donc, position finale, 50 mètres. Hein, c'est là qu'il va s'arrêter. Vitesse initiale, je ne sais pas, c'est mon inconnu, mais je sais qu'il s'arrête en 50 mètres. Donc, je sais que la vitesse finale, c'est 0. Et que je connais mon accélération en X qui vaut moins 7,35. Donc, j'utilise une équation du MUA, la quatrième plus précisément, qui va me permettre de trouver la vitesse initiale.
Ça, c'est 0. 2 fois moins 7,35 fois 50 moins 0. On isole V0 et c'est la réponse. Oups, il n'y a pas de négatif, pardon, là. 27,11 mètres. Et voilà. Numéro 23. Numéro 23. OK. Albert et Béatrice sont dans l'espace. Ils sont reliés par une corde et ils vont tirer l'un sur l'autre sur la corde. Donc, imaginons que j'ai Albert qui est ici. J'ai Béatrice qui est ici. Ils sont reliés par une corde. Et on dit qu'Albert tire sur la corde avec une force de 100 newtons. Donc ça veut dire que Albert crée une tension dans la corde de 100 newtons. Et la tension dans la corde, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça tire aux deux côtés avec la même force. Donc ça veut dire que ça va tirer sur Béatrice avec une force de 100 newtons vers la gauche, mais ça veut aussi dire que Albert, lui aussi, va subir la même tension. Il va subir une tension de 100 newtons orientée vers le droit. Okay? La corde tire toujours partout, aux deux extrémités, avec la même force. Donc, 100 newtons. La question, quel est le module de l'accélération de chaque astronaute? Bon, ben, pour faire ça, on s'en doute bien, il va falloir faire somme des forces sur chacun des deux. Donc, commençons sur Albert. C'est un problème en une dimension, donc je dessine mon axe X pour la forme, là, mais on s'entend que je le fais juste en X, une seule dimension. Ils sont dans l'espace, donc ils ne subissent pas de force gravitationnelle. Ils subissent seulement la tension qui est là. Okay? Et donc, la seule force qui agit sur Albert, c'est la tension de 100. La masse d'Albert, c'est 110. Et donc, je peux isoler l'accélération d'Albert. On trouve 0,9091 mètres par seconde carré, orienté vers la droite. OK, très bien. Sur Béatrice, on va faire la même chose. Somme des forces en X sur Béatrice est égale à masse fois accélération en X. Elle, la seule force qu'elle subit, ben, c'est 100 newtons, mais orientée vers la gauche. Fait qu'on va la mettre négative. La masse de Béatrice, c'est 90. Donc, même chose pour Béatrice, j'isole, je trouve moins 1,111 mètres par seconde carré. Bon, étant donné qu'on cherche le module, ben le module, c'est toujours positif. Donc, on garde la valeur positive pour Béatrice. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on avait besoin de faire. Ce qui nous amène au numéro 30. Numéro 30, on tourne la page. On est à la page 310. OK. Bon, là, idéalement, vous avez l'image devant vous, parce que je ne referai pas le dessin au complet. Mais on a 3 blocs qui sont reliés les uns avec les autres par des cordes. OK? Et première chose qu'on doit faire dans un problème comme ça, c'est de réaliser que les blocs ne se déplaceront pas dans la même direction. Donc, ça veut dire que ça me prend 3 systèmes d'axes cohérents entre eux. OK? Fait qu'on regarde ça rapidement et on imagine que si le bloc A va descendre le plan incliné, donc par exemple, si on suppose qu'il se déplace comme ça, ben, le truc, c'est de prendre un axe X qui va dans la direction du bloc A. Donc, le bloc A va descendre comme ceci, et donc je peux choisir mon système d'axe incliné, là, comme on a l'habitude de faire, comme ceci, X, Y. Donc, les forces qui agissent sur le bloc A, on a bien entendu la force gravitationnelle. On a la tension dans la corde comme ceci. Je vais appeler ça... OK. Je vais l'appeler T2 parce que vous allez comprendre qu'il y a 2 types de tension, là, parce qu'on a 2 cordes. Là. Dans mes notes, je l'ai appelé T2, donc je vais rester avec cette écriture-là. J'ai une normale confondue avec l'axe Y, comme ceci. Et il n'y a pas de frottement. Ça, c'est dit dans l'énoncé. Très bien. Fait que ce sont les 3 forces qui agissent sur le bloc A. Ensuite, la corde, je vais le faire en pointillé, elle monte, elle passe par une poulie, elle redevient
Elle redevient verticale. Et là, ici, on a un bloc B qui est attaché. Le bloc B il est attaché là. Mais là, je reviens à mon histoire des axes cohérents. Si mon bloc A descend le plan incliné, ça veut dire que le bloc B, lui, il va monter le plan incliné. Donc, ça veut dire que ça me prend un axe X qui pointe vers la direction de son mouvement. Donc, lui, son mouvement, c'est vers le haut. Donc, je vais prendre un axe X vers le haut. Il y aurait un axe Y pour le bloc B aussi, mais il servira à rien. Je pourrais le mettre là, mais je ne le mettrai pas parce qu'il ne sert à rien, étant donné qu'il y a seulement des forces verticales sur le bloc B. Donc, le bloc B subit plusieurs forces. Tout d'abord, une force de tension T2, parce qu'il s'agit de la même corde que A. Donc, le bout de corde qui relie les deux, ben, ça a une tension T2. Il y a une autre corde en dessous du bloc B. Donc, cette corde-là va tirer le bloc B vers le bas. Je vais appeler cette force-là T1. Et finalement, ben, le bloc B, il est soumis à sa force gravitationnelle, bien entendu. Il a une masse, lui-là. Là. OK? Et donc, il faut que je dessine force gravitationnelle ici, FG, B. Ça, c'est le bloc B. OK? Bon. Ensuite, cette corde-là, T1, passe par une poulie ici et redevient horizontale et est attachée à un bloc C ici en bas. Et donc là, même chose, ça me prend un système d'axes cohérent. Donc, si le bloc A descend le plan incliné, va vers les X, le bloc B va monter. Et si le bloc B monte, ça veut dire que le bloc C, lui, va se déplacer vers la droite. Donc, on va prendre un axe X pour le bloc C qui pointe vers la droite. Prendre un axe Y vertical. Alors, les forces qui agissent sur C, on a force gravitationnelle, force normale et tension dans la corde, confondue avec l'axe X, que j'appelle T1. Parce que c'est la même corde entre C et B, donc ça va être la même tension. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des forces qui agissent sur les blocs. Et autre petite information, on nous donne la masse des blocs. Bloc A, c'est 4 kg. B et C, c'est une masse de 2 kg. Et l'angle du plan incliné pour le bloc A, c'est 60 degrés. Donc, je retrouve l'angle de 60 degrés ici, entre mon axe Y et FGA. Et donc, ça va ultimement me permettre de décomposer le vecteur FGA en X. Là. Et, oups, pardon, ça c'est en Y, plutôt. Là. C'est FGY et FGX qui est comme ça ici. Voilà. OK. Bon, ça, ce sont toutes les forces qui agissent sur chacun de mes trois blocs. Et ce qu'il faut faire ici, ben, c'est de faire une somme des forces individuellement sur chaque bloc afin de trouver le module de la tension qui agit sur le bloc A. C'est ça la question. OK? Donc, autrement dit, on cherche T2. Je vais commencer par le bloc C parce que le bloc C dans la dimension X, ça me semble assez simple. Si je fais la somme des forces en X, c'est égal à la masse du bloc C fois son accélération en X. By the way, étant donné qu'ils sont tous reliés par une corde, on peut supposer qu'ils vont subir la même accélération, parce que leur mouvement est lié. Si le bloc A se déplace, les deux autres blocs vont se déplacer de la même façon. Okay? La seule force qui agit en X sur le bloc C, c'est T1. T1 est donc égal à la masse du bloc C, c'est-à-dire 2 fois AX. Donc voilà, j'ai une première équation. Je ne peux pas aller plus loin parce que je ne connais pas la tension, c'est un inconnu, puis je ne connais pas l'accélération, c'est aussi un inconnu. Je ne peux pas rien faire d'autre. Fait que je m'en vais faire la même chose sur le bloc B. Somme des forces en X sur le bloc B, c'est égal à la masse du bloc B fois AX. Bon. Là, le bloc B, il faut faire attention, parce que là, lui, déjà, il subit plusieurs forces. Ma dimension X, on rappelle que pour B, elle pointe vers le haut. Donc, je vais avoir un T2 positif, puis ensuite T1 et force gravitationnelle négative. Donc, T2 positif, moins T1, moins mg pour le bloc B. C'est égal à mb(x). Bon. Mais là, déjà, il y a quelque chose que je peux remplacer. Vous voyez mon T1 ici, là? Ben, je peux venir le remplacer ici. On substitue. Donc, je réécris T2 moins 2x moins la masse du bloc B, c'est 2 fois 9,8 égale masse du bloc B, 2 fois AX. C'est bien 2 pour le bloc B. Oui, c'est ça. OK. Et donc là, j'envoie tout du côté droit de mon équation. J'isole T2.
on obtient T2 est égal à 4AX plus 19,6. OK, j'ai encore deux inconnus dans cette équation-là, mais je me rapproche. Maintenant, je peux aller faire la même chose, mais sur le bloc A. Sur le bloc A, on a un plan incliné. J'ai-tu besoin de le faire en Y? Non. Non. Je n'ai pas besoin de le faire en Y parce que tout ce que ça me servirait de le faire en Y, c'est que ça me permettrait de trouver la force normale. Mais la force normale, elle est utile quand j'ai du frottement. Mais ici, je n'ai pas de frottement. Donc, ça ne me servirait à rien de le faire en Y. Je vais le faire en X seulement. Et dans mon axe X qui pointe vers le bas du plan incliné, on voit donc que T2 serait négative et que FGX, en bleu, serait positive. Donc, ma somme des forces en X est égale à la masse du bloc A fois l'accélération. J'aurai donc mg fois sin de 60, parce qu'on voit que ma flèche bleue est opposée à l'angle de 60. Donc, MAG sin de 60, positif, moins mon vecteur force T2, qui est négatif selon mon système d'axe. Je n'ai pas besoin de le décomposer parce qu'il est parallèle. Masse du bloc A, c'est 4 fois AX. Et là, vous voyez mon T2 que j'avais trouvé ici. Je le prends et je vais venir le substituer ici. Donc, ça donne 4 fois 9,8 fois sin de 60. Là, il faut faire attention, le négatif, là, moins T2, devra être distribué sur chaque terme que contient T2. Donc, ça va être moins 4AX moins 19,6 égale à 4AX. Et là, voyez-vous, dans cette équation-là, mon seul inconnu qui subsiste, c'est l'accélération AX. Donc, on isole l'accélération AX et on obtient la réponse 1,794 mètres par seconde carré. Donc, on demandait l'accélération. Non, pardon, on ne demandait pas l'accélération dans la question, mais c'était primordial de commencer par trouver un inconnu pour ensuite trouver la tension. C'est T2 qu'on cherchait, je vous le rappelle. On cherche T2. Maintenant que j'ai l'accélération, ben, je la prends, puis je peux revenir la mettre dans mon équation de T2 ici pour obtenir l'inconnu qu'on cherche là, pour répondre à la question. T2, donc on va faire 4 fois 1,794 plus 19,6. On fait le calcul et on obtient notre réponse. 26,8 Newton. Réponse finale.